Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien exceptionnel avec le responsable international de l'Arche, Stéphane Posner. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous enregistrons cet entretien un tout petit peu avant que soient rendues publiques des révélations concernant la vie du fondateur de l'Arche, Jean Vanier. Jean Vanier, c'est une icône de la charité contemporaine dont la réputation transcende très largement les cercles catholiques. C'est une personnalité très respectée. C'est le fondateur de cette communauté de l'Arche, créée en 1964, qui veut vivre avec, vous me direz si je l'exprime bien, pour que les personnes en situation de handicap mental vivent avec des assistants qui sont salariés ou volontaires au quotidien dans des lieux de vie. Il y en a plus de 150 dans le monde aujourd'hui, dans 38 pays et 10 000 membres de ces communautés. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour saisir cette réalité de l'Arche aujourd'hui ? Non, je crois que vous avez dit là la substantifique moelle de ce que nous sommes, des communautés de vie dans lesquelles travaillent et vivent ensemble des personnes avec et sans handicap mental. Je le disais, Jean Vanier, c'est une grande figure depuis de nombreuses années. Il est mort il y a un peu moins d'un an, début mai 2019. Depuis quelques années, il y avait un certain nombre de questions concernant l'histoire de l'Arche, sa fondation. Pour bien comprendre, il faut saisir que Jean Vanier n'était pas seul au début de l'Arche, il était accompagné par une personnalité, le père Thomas Philippe, qui a depuis été mis en cause pour des agressions sexuelles. Des enquêtes ont eu lieu, mais vous avez souhaité que ces enquêtes se poursuivent pour savoir qu'est-ce que aussi Jean Vanier savait. Bref, faire la lumière sur l'ensemble de votre histoire. Avant d'en venir aux conclusions de cette enquête, j'aimerais, Stéphane, que vous nous disiez qui a mené enquête sur quelle feuille de route ? Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais juste exprimer la conscience que j'ai aujourd'hui en partageant ces informations, la conscience que j'ai du choc que ça va provoquer chez beaucoup de nos membres, à l'intérieur de l'Arche, mais aussi à l'extérieur de l'Arche, tant la figure de Jean a été une figure d'une personnalité à la fois aimée et très respectée. Et je suis avec cette peine et cette douleur qui va être partagée par beaucoup d'autres. Pour ce qui est de votre question, en effet, il y a quelques mois, nous avions choisi de confier une enquête à un organisme extérieur à l'Arche, parce que nous avons considéré que parce qu'il s'agissait d'informations qui pouvaient remettre en cause Jean Vanier, il était nécessaire de donner cela à des gens extérieurs pour pouvoir garantir à la fois l'impartialité et la justesse de ce travail. Il était aussi nécessaire que ce soit des gens extérieurs pour que si nous ayons à prendre la parole, notre parole soit légitime et crédible. Sur quoi leur avez-vous demandé d'enquêter ? Alors, il faut revenir sur plusieurs éléments de contexte et il y en a 3. Le premier, vous l'avez mentionné, en 2014, c'est lorsqu'il y a eu ces révélations au sujet du père Thomas, dont on a découvert qu'il avait abusé de femmes non handicapées, adultes, alors qu'il était à l'Arche et qu'il exerçait son ministère de prêtre. Le père Thomas est mort en 1993. Et dès cette époque, on s'est posé la question, et la question lui a été posée, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que Jean Vanier connaissait de l'histoire du père Thomas Philippe, et bien sûr qu'est-ce qu'il pouvait connaître de ces agissements-là. Ça, c'est le premier point de contexte. Le deuxième, c'est qu'en 2016, nous avons reçu les témoignages d'une femme qui remettait en cause la conduite de Jean Vanier à son égard dans les années 70. Ce témoignage que nous avons reçu à l'époque a donné lieu à un examen très approfondi. On s'était fait assister de personnes extérieures à l'Arche, psychologues, juristes, pour essayer de comprendre cette information qui nous était donnée. Et on avait en parallèle engagé un dialogue avec Jean, qui avait immédiatement reconnu cette relation, mais qui, nous disait-il, avait pensé qu'elle était réciproque. Ça, c'est 2016, et en mars 2019, nous recevons un deuxième témoignage qui rapporte des faits très similaires à ceux de 2016. Et donc, quasiment immédiatement, nous décidons d'enclencher cette enquête. Et en parallèle de l'enquête, nous avons aussi engagé un travail de recherche historique à partir de sources auxquelles nous avons eu accès pour la première fois. En particulier les archives de la province dominicaine de France, à Paris, qui
nous ont informés sur l'histoire du père Thomas Philippe dans les années 50, à l'époque où il a été sous le coup d'un procès puis d'une condamnation par l'Église catholique en raison de pratiques qui ont été qualifiées de fausses mystiques et de pratiques et de théories fausses mystiques, et des pratiques sexuelles qui en découlaient. Ça, c'est la première source d'archives. Et la deuxième, immédiatement après la mort de Jean Vanier, en mai de l'année dernière, nous avons eu accès à certaines correspondances adressées à Jean Vanier, essentiellement par le père Thomas Philippe et quelques femmes dans les années 50. La conclusion de cette enquête, aujourd'hui, vous exprimiez au début de cet entretien, il y a un instant, votre peine et votre tristesse. La conclusion, c'est que des faits graves peuvent être reprochés à Jean Vanier. Oui, l'enquête a reçu les témoignages sincères, concordants, de 6 femmes qui rapportent des relations sexuelles que Jean Vanier aurait initiées avec elles, généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Ce sont des témoignages qui couvrent la période 1970-2005. Ce sont des femmes qui sont sans lien les unes avec les autres, sans connaissance de leur histoire respective et qui rapportent toutes des faits similaires et qui sont des gestes qui sont associés à des paroles supposément mystiques ou spirituelles destinées à les justifier. Et c'est vrai que ces agissements de Jean Vanier sur ces femmes indiquent une emprise psychologique et spirituelle que Jean a eue sur elles et indiquent aussi son adhésion, au moins partielle, à certaines des théories et des pratiques déviantes du père Thomas Philippe et pratiques qu'il aurait reconduites sur une longue période de temps. Avec des justifications pseudo-mystiques pour commettre des actes objectivement sexuels. On va se demander évidemment, pardon pour les victimes qui nous écoutent, mais on va se demander forcément quelle est la fiabilité de ces témoignages. Quiconque a rencontré Jean Vanier sait que son rapport à l'autre était fort tactile. Il vous prenait par l'épaule, par le bras, posait sa main sur votre jambe. C'était aussi un mode d'expression et de communication chez lui. Vous êtes sûr que ça n'est pas une mauvaise interprétation d'un geste d'affection dont il s'agit? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des gestes et des relations sexuelles. C'est tout à fait clair dans les témoignages de ces femmes qui ont pu être recoupées les uns avec les autres. Et encore une fois, on a affaire à des femmes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur histoire respective et qui rapportent des faits semblables. On est vraiment dans un phénomène d'emprise psychologique et spirituelle. De ce que nous comprenons de ce qu'est une emprise, c'est une forme très subtile et insidieuse de domination, d'exploitation d'une personne en vue d'une certaine fin, en usant d'un rapport de séduction, de pouvoir, de suggestion et effectivement dans un rapport qui est un rapport biaisé. Et dans le cas présent, il y a de plus ce discours spirituel ou mystique qui conduit à une forme de bricolage théologique et auquel on est conduit à quelque chose qui justifie l'injustifiable ou qui veut rendre cohérent ce qui est incohérent. Or, l'emprise psychologique, c'est d'abord un abus de pouvoir qui peut conduire à des actes sexuels dont le consentement apparent, s'il existe, a été fabriqué. Donc il y a vraiment un vice de consentement. Le consentement, il est nul. Pourquoi rendre ça public ? Il est impossible de garder une telle réalité dans un tiroir. Et je vous dirais pour 2 raisons. D'abord pour rendre hommage à la parole des femmes qui sont venues vers nous. Je ne sais pas si vous réalisez le courage qu'il faut pour pouvoir partager cet épisode-là de son histoire. La deuxième, c'est parce que ça serait contraire aux principes fondamentaux de notre vie à l'Arche. On ne peut pas imaginer pouvoir poursuivre notre cheminement en gardant de tels faits secrets. Je crois que si l'Arche veut poursuivre sa route, il faut qu'elle assume son passé, cette partie-là de son passé. Nous pensons aussi que ce que nous allons perdre en certitude, eh bien, nous espérons le gagner en maturité, en lucidité, et je crois, poursuivre l'Arche avec plus de liberté.
Alors vous l'avez dit, ce sera évidemment cette révélation un coup de tonnerre pour beaucoup. Vous êtes accompagné et soutenu dans cette démarche aujourd'hui, à la fois par les représentants de l'Église de France, par les représentants de la SIAZ, la commission Sauvé, sur la question des abus. L'Église catholique soutient cette démarche qui est celle de l'Arche aujourd'hui, de faire la lumière. Oui, nous avons eu l'occasion de partager de manière approfondie nos travaux et leurs résultats aussi bien à des représentants de l'Église catholique que de l'Église anglicane et jusqu'au pape que nous avons rencontré il y a quelques semaines et l'évêque de Canterbury il y a une dizaine de jours. Et c'est vrai que nous avons à chaque fois été très confirmés dans notre démarche. À chaque fois, les conclusions que nous avons apportées ont été accueillies et à chaque fois, ils ont pu réaffirmer leur attachement et leur affection pour l'Arche. Et pour nous, c'est bien sûr un réconfort important. Stéphane, je pense à tous ceux qui viennent d'apprendre la nouvelle et qui sont probablement encore sous le choc et dans ce temps de sidération absolue, tant ça ne colle pas avec l'image de Jean Vanier. Il y a quelque chose qui est irréconciliable avec ce que nous avons connu de Jean Vanier. Parmi les éléments qui sont frappants dans l'enquête que vous avez menée, c'est la façon dont il y a une filiation avec le père Thomas Philippe. J'aimerais qu'on revienne un peu à la genèse de tout cela et comment, dès les années 50, lorsque Thomas Philippe est sous le coup d'une sanction canonique grave, eh bien déjà, il entraîne avec lui Jean Vanier dans quelque chose qui n'est pas droit. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre travail. Je disais qu'on a donc initié cette enquête, confiée à un organisme extérieur, et d'autre part, on a engagé des travaux de recherche historique à partir des sources que j'évoquais. Et en effet, ce travail conclut sur les points suivants. Dès les années 50, Jean Vanier, c'était un jeune homme à l'époque, il avait une vingtaine d'années, était informé des motifs du procès canonique du père Thomas Philippe en 1900 et de la condamnation en 1956 du père Thomas Philippe en raison de ses théories fausses mystiques, de ses pratiques sexuelles déviantes. Et donc il était informé dès les années 50 et contrairement à ce qu'il a pu nous dire après les révélations en 2014. Et aussi, ce que l'on découvre, c'est qu'à l'époque, entre 1956, c'est-à-dire la condamnation du père Thomas Philippe, et 1964, la fondation de l'Arche, on découvre que le père Thomas Philippe, Jean et quelques femmes ont formé un groupe extrêmement soudé et que, selon toute vraisemblance, Jean aurait partagé avec certaines de ces femmes certaines des pratiques sexuelles que le père Thomas Philippe avait initiées, avec des femmes d'ailleurs qui se décrivent comme consentantes dans toutes les sources auxquelles on a pu avoir accès, ou en tout cas qui ne se sont jamais déclarées victimes. Jean Vanier était donc informé de la condamnation contre Thomas Philippe, informé du motif de cette condamnation, ça aujourd'hui les archives le montrent. Peut-être participait-il à quelque chose de déviant qui était vécu par ce groupe initial. Dans tous les cas, il a assumé à cette période, d'une certaine façon, de désobéir à l'Église. Quand on lui dit qu'il faut couper le lien avec Thomas Philippe et avec le groupe précédent, il choisit de ne pas le faire. Il dira même, après qu'on lui a expliqué que pour entrer au séminaire, il faudra choisir un autre directeur spirituel et couper cette relation avec Thomas Philippe, qu'il a préféré le père Thomas au séminaire. Oui, enfin, et d'ailleurs déjà de son vivant, Jean a toujours revendiqué cette proximité avec le père Thomas Philippe et il nous a souvent expliqué qu'en effet, il avait choisi cette fidélité au père Thomas Philippe en raison de la confiance qu'il avait en cet homme. Et bien sûr, il nous disait ça sans jamais nous rapporter le contexte réel ou complet, en tout cas, de sa relation avec lui. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense que cette loyauté à Thomas Philippe, elle allait jusqu'à la fidélité aux déviances de Thomas Philippe ? Oui, en sachant que sûrement pour Jean, ce n'était pas une déviance.
Et c'est là, je crois, que les mots déviance et dérive sont intéressants parce qu'ils décrivent bien une forme de quelque chose qui dérive ou qui dévie par rapport à une ligne qui pourrait sembler droite, mais qui en fait conduit à des écarts inacceptables. C'est peut-être aussi pour ça que les mots de mystique et de mystification sont si proches, et parfois il n'y a peut-être qu'une feuille de papier entre les deux. Et manifestement, le père Thomas Philippe et Jean ont franchi cet espace. Comment on explique aujourd'hui que condamné à la peine la plus grave avant la reconduction à l'état laïque, donc à la déposition en 1956, le père Thomas Philippe puisse non seulement rester un maître spirituel pour Jean Vanier, mais accompagner, au moins être un compagnon de route de la Fondation de l'Arche en 1964. Aucune voix alors ne s'élève pour dénoncer cela ? Mais ça, c'est un des mystères de cette histoire, c'est-à-dire on peut se demander en effet comment, après avoir subi une telle condamnation, on le retrouve ensuite reproduire des décennies plus tard ce pourquoi il avait été condamné dans les années 50. Et je pense que c'est essentiellement la recherche historique qui va devoir se poursuivre. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu comme une espèce de perte en ligne, comme un tuyau percé, l'information se perd, et que des gens de bonne foi, ou peut-être pas toujours de bonne foi, ont oublié ou laissé faire. Le père Thomas Philippe va poursuivre ces abus, ces agressions sexuelles sur plusieurs femmes au long des décennies. Est-ce que certaines vont parler à Jean? Est-ce que des gens vont signaler à Jean Vanier ce qui se passe? Jean lui-même avait rapporté qu'il avait été informé par une personne, mais il nous a dit, et je crois que ça c'est public d'ailleurs, il nous avait dit c'était tellement incroyable qu'il n'y avait pas donné de suite particulière. Mais il peut donc à la fois dire que c'est incroyable et non seulement en avoir connaissance, mais appliquer lui-même une part de ces dérives mystico-sexuelles. Et oui, et donc c'est là où effectivement on est dans cet état de sidération et de choc, parce que de toute évidence, sur cet aspect-là de son existence, Jean nous a menti. Et ce mensonge a des conséquences graves. À la fois, il a eu des conséquences graves parce que le père Thomas a poursuivi ses abus, à la fois parce que Jean lui-même a reproduit certaines de ses pratiques, et parce que ça nous a communiqué une vision biaisée de notre histoire, ou en tout cas de notre histoire de fondation. Et il y a un tel écart entre l'homme qu'on a connu et ces réalités-là que l'on découvre, que cet écart est très, très douloureux. Nous le disions au début de cet entretien, à partir de 2014-2016, il va y avoir des révélations nettes à propos du père Thomas Philippe. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu, vous ou d'autres membres de l'Arche, parler à Jean? Est-ce qu'à ce moment-là, il a pris une distance, il a réalisé? Alors, bien sûr, après 2014, nous avons été dans des dialogues fréquents avec Jean pour lui demander qu'est-ce que tu savais de son histoire? Est-ce que tu étais informé de ces situations? Et pour l'essentiel, Jean a toujours dit son ignorance. Et en 2016, lorsqu'on a eu ce témoignage qui le mettait en cause, lui, bien sûr, on a engagé le dialogue avec lui. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a engagé une demande de pardon vis-à-vis de cette femme. Et bien sûr qu'on l'a interrogé sur la possibilité d'autres situations similaires. Et Jean n'a jamais apporté de réponse claire sur ces questions-là. L'enquête parle aujourd'hui de 6 témoignages de femmes. Vous pensez qu'il y en a d'autres ? Il est possible que nous allons avoir d'autres informations ou d'autres situations qui vont être portées à notre connaissance et qui vont venir, je dirais, compléter ce que nous savons aujourd'hui. Mais vous savez, ça va nous prendre beaucoup de temps et je crois qu'on aura besoin de se faire aider par des personnes extérieures à l'Arche pour à la fois comprendre cet épisode de notre histoire et autant que c'est possible, les ressorts d'agissements comme cela. Ça veut dire que Jean Vanier n'était pas tout à fait le Jean Vanier que nous avons connu ou que nous avons pensé connaître. Vous savez, pour vous qui avez vécu, parce qu'à l'Arche, on vit avec. Mais vous savez, il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment le temps de l'émotion et il y a le temps de la réflexion. Et en tout cas, pour moi, personnellement, je crois que ça me prendra du temps pour essayer de poser une forme de parole ajustée sur cet homme que j'ai profondément aimé et respecté. Et vous savez, par ailleurs,
le bien que Jean a fait, c'est un vrai bien. Au-delà du fait que Jean a été le fondateur de l'Arche, qu'il a contribué à la fondation de Foi et Lumière, à beaucoup d'autres mouvements, Jean est un homme qui a inspiré et réconforté des milliers de personnes dans le monde. Et je crois que c'est très important qu'on rappelle que ce bien est un vrai bien et que pour ma part, pour notre part, on continue à lui être reconnaissant de ce bien-là. Et dans le même temps, on prend acte de ce que nous apprenons aujourd'hui et ces agissements, nous ne pouvons que les condamner sans nuance. Est-ce que les femmes qui ont donné leur témoignage ont eu des demandes particulières à ce sujet ou sur la manière de présenter la personnalité de Jean Vanier ? À ma connaissance, et ce sont des informations qui nous ont été rapportées par les personnes en charge de l'enquête, ce sont toutes des femmes qui ont entrepris un véritable travail sur elles-mêmes pour relire cette expérience qu'elles ont vécue et qui les a marquées. Elles sont animées d'aucun esprit de vengeance. Et je crois que chacune de ces femmes a rapporté son histoire, à la fois pour pouvoir elle-même faire face à sa propre histoire, mais aussi pour que nous puissions, nous, à l'Arche, être informés d'une réalité, d'un aspect de la personnalité de notre fondateur. Je n'ai pas entendu qu'elles avaient envie de faire du mal à l'Arche, ni même à Jean Vanier en tant que tel. Elles veulent simplement rapporter une réalité. Et la justice passe par l'expression simplement des faits et l'accueil de leur témoignage. Et en retour la reconnaissance. Et on veut reconnaître cette parole, ça nous semble très important. On parlait tout à l'heure de la contamination, d'une forme de transmission entre Thomas Philippe et Jean Vanier. J'imagine qu'une de vos préoccupations, c'est est-ce qu'il y a eu une transmission à une autre génération ensuite au sein de l'Arche ? Vous savez, il y a trois questions qui se posent spontanément à nous dans des circonstances comme celle-là. Est-ce qu'il y a des personnes avec un handicap qui pourraient être concernées par de tels agissements ? Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient eu des agissements similaires à l'Arche ? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce qu'il y aurait des membres ou des responsables de l'Arche qui auraient su et qui auraient couvert de telles pratiques ? Aujourd'hui, nous n'avons aucune indication qui nous donnerait à penser que Jean Vanier, de quelque façon que ce soit, ait eu des comportements comme cela avec des personnes avec un handicap. Nous n'avons aucune indication qui nous donnerait à penser qu'il ait transmis ce type de pratique à d'autres. Et de la même façon, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indication qui nous donnerait à penser qu'un membre ou qu'un responsable de l'Arche ait à la fois su, compris et couvert ces pratiques-là. Mais c'est vrai que nous allons poursuivre notre travail, nous avons besoin de collecter des informations pour, j'espère, pouvoir poser ces affirmations avec toujours plus de certitude. C'est ce que j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? J'imagine que les conclusions de ce rapport d'enquête, ce n'est pas un aboutissement. Maintenant, il vous appartient de vous en saisir et de voir quelles sont les prochaines étapes, comment vivre avec. Comment continuer à réfléchir, à analyser, c'est quoi les prochains points ? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, effectivement, on va poursuivre notre travail de recherche, parce que je crois que, comme je le disais, on a besoin de comprendre. À certains égards, notre histoire de fondation vole en éclats. Et on ne va pas se précipiter à construire une nouvelle histoire à la place de l'ancienne. Il y a une histoire qui est comme une histoire en partie cassée et on accepte qu'elle soit comme ça. Et si c'est inconfortable, alors on accepte l'inconfort et on va prendre le temps qu'il nous faut pour essayer de comprendre et sans doute demain poser de nouveaux mots sur cette histoire qui est la nôtre. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que des révélations comme celle-ci ne peut que nous encourager à regarder plus avant quelles sont les mesures de signalement et de protection des personnes qui sont en place dans nos communautés partout dans le monde. Dès l'origine de cette enquête que nous avons lancée donc en juin dernier, nous avions prévu, et c'est ce que nous allons faire, d'engager une évaluation approfondie de toutes nos mesures, partout dans la fédération, nos mesures de protection et de signalement. Une évaluation. Et la deuxième, enfin parmi d'autres choses, mais la deuxième par exemple en tout cas, c'est qu'en plus des structures ou des procédures qui existent au niveau local ou au niveau national,
on a mis en place une commission centralisée qui est destinée à recevoir les informations ou les signalements de nos membres sur ce qu'ils souhaiteraient nous partager, s'ils ont des informations à nous partager relativement à des agissements de ce type-là. Mais c'est certain qu'on va revisiter, améliorer, approfondir nos procédures de signalement et de protection des personnes pour que elles puissent contribuer à la fois à la sécurité et à la croissance de nos membres partout dans le monde. Je suis sûre, Stéphane, que parmi tous ceux qui nous regardent, la grande majorité éprouve beaucoup de tristesse, une grande peine à découvrir cela, peut-être de la colère chez certains. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont sous le choc ? J'ai envie de dire deux choses. Vous savez, on a été, parfois, on pose la question, mais ça va être quoi l'impact sur l'Arche ? Et je voudrais dire que lorsqu'on a décidé d'entreprendre ce travail, lorsqu'on a choisi d'en rendre public les conclusions, je crois que ce qui nous a animés, ce n'est pas d'abord quel impact ça va avoir. Je crois qu'on a été d'abord conduit par qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire, comme je le disais, à l'égard de ces femmes, et qu'est-ce qu'on doit faire à l'égard aussi de nos membres. Et on pense réellement que c'est le meilleur service à rendre à l'Arche et aux membres de l'Arche que de rendre compte des réalités que l'on découvre aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que depuis plusieurs semaines, on a été amené à partager ces informations avec des cercles concentriques de nos responsables partout dans le monde pour qu'ils puissent prendre connaissance de ces nouvelles, pour qu'ils puissent les accueillir. Et pour chacun, c'est un choc, c'est une sidération, c'est une tristesse, c'est une colère. Et moi, comme d'autres, on a été très bouleversés de la manière dont ces responsables sont debout avec cette nouvelle-là. Et voilà, presque je dirais naturellement, chacun fait retour sur sa propre expérience à l'Arche. Et il dit, c'est pas ça que j'ai vécu. Et ça reste, et c'est encore, et aujourd'hui et demain, un projet pour lequel je me lève et que j'ai envie de défendre et de promouvoir et qu'il grandisse. C'est pas ça que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est d'abord des relations, et en particulier avec des personnes qui ont l'expérience de vivre avec un handicap, et cette expérience-là est une expérience de vie et féconde. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est que nous avons une vraie confiance dans notre capacité collective à traverser cette épreuve, et voilà, nous sommes avec ça, et nous sommes confiants avec ça. Il y aurait encore 1000 questions, Stéphane, qu'on aurait envie de poser, ne serait-ce que pour essayer de situer tout cela, parce que c'est difficile à accueillir, mais je crois qu'il faut respecter justement la temporalité, et nous sommes pour l'instant dans ce temps de l'accueil de ces informations, de ces révélations terribles à propos de Jean Vanier. Merci d'avoir accepté de nous parler pour nous aider à situer tout cela, et viendra le temps ensuite, vous le disiez, il y a un travail historique à faire aussi, de comprendre comment ces justifications mystiques se sont transmises dans certains petits cercles autour des frères Philippe notamment, de comprendre comment est-ce que les secrets ont été gardés, ou plus exactement les dénonciations qui auraient dû être faites n'ont pas été faites dans différents cercles au cours des décennies. Il faudra continuer à réfléchir et à travailler sur tout cela. Vous vous attendez, Stéphane, à des réactions compliquées après cette publication, j'imagine ? On s'attend à tout type de réaction. Je crois que certains seront reconnaissants du travail que nous avons entrepris et la décision de rendre publiques les conclusions de ces travaux. Je peux imaginer que certains auront du mal à croire à ce que nous apportons ici, et je peux les comprendre. Et peut-être que certains remettront en cause aussi la manière dont nous avons procédé. Je crois qu'il y a une forme de légitimité à accueillir toutes ces réactions-là, mais je crois qu'aussi, et dans le même temps, il faut que nous regardions la réalité telle qu'elle est, pour qu'avec cette lucidité-là, avec cette maturité-là, on poursuive notre route.
Merci d'avoir fait confiance à KTO et quelques autres médias pour nous aider à accompagner la transmission de ces informations. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser aussi cet entretien. Et puis on continuera de suivre avec vous ce travail dans les prochains mois. Merci. Bonsoir à tous.